Bonjour, mon nom est Raymond Villeneuve, je suis le directeur général du regroupement pour la valorisation de la paternité et j'aurai le plaisir d'être l'animateur du lancement de ce matin. Cette année, la Semaine québécoise de la paternité porte sur le thème des pères immigrants. Notre slogan, c'est « Pour mes enfants et ma famille, bâtir ici un avenir porteur d'espoir ». En fait, ce slogan-là, on ne l'a pas inventé, on a juste écouté des pères immigrants quand ils nous parlent de leurs préoccupations, de leurs rêves, de leurs espoirs. Ce qui revient toujours, c'est leur cri du cœur, c'est qu'ils se lèvent le matin, ils travaillent fort pour leurs enfants, pour leur famille, pour faire en sorte qu'ils trouvent leur place ici, dans la société d'accueil. Alors, ce qu'on souhaite, le regroupement pour la valorisation de la paternité pour la semaine qui commence, c'est que la société québécoise puisse entendre la voix, la parole des pères immigrants pour qu'on puisse mieux les comprendre, mieux les soutenir, mieux les accompagner. Pour ouvrir la Semaine québécoise de la paternité, j'aurai la chance, le privilège d'être avec Mme Suzanne Roy, ministre de la Famille. Et je sais que pour Mme Roy, le vécu, la parole des pères est importante et je suis certain que celui des pères immigrants est important également. Bienvenue, Mme Roy, puis merci d'être là. Bien, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous saluer particulièrement, Raymond. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, c'est avec plaisir que j'ai accepté votre aimable invitation d'être avec vous ce matin pour lancer cette 13e édition. Alors, on ne sera pas superstitieux. Ça va être une semaine superbe, c'est clair, où justement on va s'enrichir. Vous avez d'ailleurs travaillé très fort pour préparer cette semaine-là. Alors, puis le regroupement, de toute façon, pour la valorisation de la paternité, il travaille toujours très fort. Vous êtes un partenaire principal pour tout ce qui touche justement le rôle des pères. Un rôle extrêmement important que vous portez très bien et de l'étendre justement, d'aller plus loin en travaillant sur des recherches, sur des dossiers. Bien, le dynamisme que vous avez, le partenariat qu'on a avec vous, ça donne toujours des bons résultats et c'est probant. Et je pense que cette semaine encore, ça sera la même chose, avec un angle intéressant, un angle qui va nous permettre justement d'aller approfondir les besoins de certains pères, de mieux comprendre la réalité. Alors d'ailleurs, on a participé au comité scientifique sur la réalité des pères immigrants. Donc, à vos côtés, bien évidemment, mais avec aussi le ministère de l'Immigration, de la francisation, de l'intégration, ainsi que les chercheurs universitaires. Alors, c'est, je dirais, cet ensemble, tous ensemble, où on se permet de mieux comprendre, de mieux connaître, donc de mieux solutionner. Alors, cette semaine, justement, on va avoir la chance d'en savoir un peu plus long, d'encore mieux comprendre, de répondre à certaines questions. Hein. Qui sont les pères immigrants québécois? Quelle est leur situation au niveau économique, par exemple? La situation au niveau de l'emploi? Comment eux, ils s'adaptent à leur rôle de père? Quel genre de développement ils ont avec les enfants? Le soutien coparental, est-ce qu'il est présent aussi chez ces pères? Alors, dans une communauté où on veut justement valoriser ce rôle des pères qui est extrêmement important puis qui est surtout porteur pour les enfants. Alors, je pense que c'est des questions importantes que vous avez posées. Puis, j'aimerais ça souligner un élément que j'ai trouvé particulièrement intéressant parce qu'on y retrouve aussi le commentaire des enfants. Alors, bien sûr, les pères participent, mais on entend aussi la parole des enfants. Alors, je pense que c'est une bonne façon pour s'orienter vers des solutions concrètes. Alors, tous ces détails vont vous être présentés un peu plus tard, mais je veux quand même profiter de cette occasion que vous me donnez de vous parler ce matin pour vous dire ce que ça représente, à quel point c'est important, la paternité, le rôle des parents et de le valoriser. Vous savez, en 2024, 55 000 papas ont reçu une prestation de paternité. Il y a quelques années, on ne pensait pas à ça. C'était vraiment une exception. Donc, c'est 250 millions de dollars qui ont été versés pour que le père puisse prendre soin de leur nouveau-né, s'engager, parce que la paternité, ça commence
dès le jour 1. Alors, Raymond, d'ailleurs, quand il en parle, il nous le répète à quel point, effectivement, c'est dès le jour 1 où on vit cette relation avec les enfants, où le rôle du père est essentiel. Alors, au-delà des statistiques, je pense que l'engagement paternel est important et va donner un plus à nos enfants. Et toutes les études là-dessus, elles s'entendent. Alors, cet engagement-là, justement, elle se reflète de différentes façons. Et le thème que vous avez choisi cette année pour mes enfants, ma famille, bâtir ici un avenir porteur d'espoir, évoque justement cette volonté de l'engagement paternel. Et quand on parle justement de tout le concept de conciliation travail-famille, ça interpelle aussi beaucoup, beaucoup nos pères. Alors, on souhaite vraiment que tous les pères, qu'ils soient de l'immigration ou non, elles puissent être présents, que tout est mis en place pour les soutenir, les valoriser dans leur rôle pour les enfants, parce que ça donne des résultats. Alors, évidemment, je vous invite à poursuivre vos efforts, votre travail qui est porteur, on ne peut pas parler d'égalité sans prendre en compte justement ce rôle des pères qui est extrêmement important pour notre avenir, pour nos enfants, pour la solidité de notre société. Alors, je vous souhaite une excellente semaine de la paternité et de toute façon, avec ce regroupement, on continue tout au long de l'année à valoriser ce rôle extrêmement important de nos pères. Merci beaucoup. Merci de votre cœur, votre chaleur. On sent que ce n'est pas juste un discours appris par cœur, on sent que vous le pensez sincèrement et on l'apprécie parce qu'effectivement, avec le cabinet, avec les fonctionnaires du ministère de la Famille, on travaille vraiment beaucoup et de plus en plus, je vous dirais, le ministère de la Famille développe son réflexe paternité, j'appelle. Ah, c'est ça. Quand on pense une politique famille, un programme de service, de plus en plus, on se dit, ah, les papas sont importants aussi. Et ça, c'est vraiment grâce à vous tous du ministère. Et ça, c'est très, très, très précieux pour nous. Un énorme merci, Madame Roy, d'avoir été avec nous ce matin. C'est vraiment très, très, très apprécié. Ça me fait grand plaisir et bonne semaine. Merci beaucoup. Bonne semaine à vous aussi. Ah, ben, mon Dieu, ça commence bien. Puis effectivement, donc, Mme Roy a vraiment à cœur toute la question de l'engagement paternel. Et comme elle l'a souligné, effectivement, il y a eu une très belle collaboration pendant toute l'année pour produire des nouvelles analyses de l'enquête québécoise sur la parentalité. Et maintenant, c'est ce qu'on va vous présenter. Alors, on irait maintenant au PowerPoint. Voilà. Donc, on va aller à la diapo suivante. Et après ça, la diapo suivante, où on présente un petit peu là, en 2-3 petites lignes, c'est quoi l'enquête québécoise sur la parentalité. Donc, ça a été réalisé par le ministère de la Famille en collaboration avec l'Institut de la statistique du Québec. Et c'est quand même une enquête importante puisqu'il y a plus de 19 000 parents qui ont participé à cette enquête-là, dont plus de 9 000 pères. Et parmi ces 9 000 pères-là, il y en a 2 200 qui sont issus de l'immigration. Donc, on a une base de données, donc on va rester à la diapo précédente, s'il te plaît. Donc, on a une base de données importante qui nous permet, dans le fond, d'avoir une meilleure idée du parcours, des réalités des pères issus de l'immigration. Et je dois faire des petits remerciements parce qu'il y a eu un gros travail d'analyse qui a été fait, très sérieux. Donc, toute l'équipe de recherche du ministère de la Famille, je pense à Kevin, Joanie, Toki, Alexis, qui ont vraiment été des fiers partenaires au courant de toute l'année. Il y avait aussi Antoine du ministère de l'Immigration qui était présent et on avait 3 personnes représentantes de la recherche, donc Tamara Pierce, Christine Gervais et Saïd Bergel. Et pendant toute l'année, on a travaillé fort pour que nos données soient rigoureuses, soient sérieuses et nous permettent de mieux comprendre la réalité des pères immigrants. Et un dernier petit coup de chapeau quand même à Mathieu Gagné qui a assemblé le document qui est énorme. Vous allez voir, là, je vous incite vraiment fortement à aller voir notre document, là, où il y a plein de choses intéressantes. Comme on veut vraiment cette semaine donner la parole aux pères immigrants, aux familles immigrantes, on a décidé de ne vous présenter que des faits saillants de l'étude. Pour ne pas vous donner plein de données et tout ça, on a dit on va sortir 4 grands constats
Et après ça, on va jaser avec des personnes qui sont des pères immigrants ou qui connaissent bien les pères immigrants. Alors, on passera à la diapo suivante et je vais vous présenter le premier constat. Vous ne serez pas surpris, mais c'est important de le dire et de le redire. Donc, les pères immigrants, donc, ce qui sort de façon très claire, c'est qu'ils sont plus scolarisés, mais davantage en situation défavorisée. Vous voyez les graphiques à droite, c'est assez clair. 63 des pères nés à l'extérieur du Canada ont un diplôme universitaire, comparativement à 34 des pères nés au Canada, mais au niveau des familles qui vivent dans une situation, dans un ménage à faible revenu, c'est presque, c'est 3 fois. Donc, 26% contre 8. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler dans notre société. Et ça, c'est très important parce que, d'une part, au niveau professionnel, au niveau socio-économique, ça a des conséquences importantes, mais aussi au niveau de l'estime de soi des pères immigrants, c'est un élément extrêmement important. Je pense que ça, c'est vraiment un enjeu de société sur lequel on doit travailler. Alors, on va passer maintenant au deuxième constat, qui est très intéressant aussi, qui nous a un peu surpris, mais qui, je pense, veut dire un petit peu de quoi, puis on va y revenir dans la discussion là, un peu plus tard. Des pères qui tirent une plus grande satisfaction de leur rôle de parent. Hein, on a un 42% de satisfaction élevé pour les pères nés à l'extérieur du Canada, contre 21% pour les pères nés au Canada. C'est sûr que les pères québécois ont aussi à cœur leur engagement paternel, leurs enfants, mais c'est comme s'il y avait une certaine spécificité dans le parcours des pères immigrants. Pour eux, c'est tellement au cœur de leur motivation, de leur parcours, de faire en sorte que leurs enfants aient une bonne scolarité, puissent trouver leur place dans la société d'accueil, qu'ils puissent s'épanouir, qu'ils ressentent une fierté vraiment comme multipliée quand ça se produit. Fait que c'est un petit peu nos pistes d'interprétation, mais ça, c'était quand même très important. Cependant, il faut voir aussi dans ce tableau-là qu'au niveau du stress parental, ben, le stress parental des pères immigrants est un peu plus élevé que celui des pères nés au Canada. On va passer maintenant au troisième constat. Ça non plus, ce n'est pas nécessairement une grande surprise, mais c'est vraiment une donnée extrêmement importante qu'il faut toujours garder en tête quand on travaille auprès des pères immigrants, auprès des familles immigrantes, c'est que l'entourage, par la force des choses, est moins présent. Vous voyez, donc, on a 59% des pères nés à l'extérieur du Canada qui nous disent que l'entourage est peu disponible, contre 28% des pères québécois, des pères qui sont nés au Canada. Donc, ça, c'est vraiment une donnée énorme. Puis vous le savez, à l'écoute aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les milieux d'intervention. Quand on traverse une période difficile, bien, l'entourage, c'est déterminant. Souvent, ce qui va faire qu'on va passer à travers, c'est quand papa, maman, mon oncle, ma tante, notre frère, notre voisin est là, notre communauté est là. Alors, quand on est moins entouré, c'est sûr que ça peut être plus difficile de passer à travers. Et l'autre chiffre à ce niveau-là, c'est qu'on voit que le pourcentage de pères qui ont dit qu'ils auraient eu besoin de services et qui n'en ont pas eu est plus élevé pour les pères nés à l'extérieur du Canada. Et finalement, un quatrième et dernier constat, mais comme je vous dis, il y a plein d'autres données dans notre document que vous pourrez aller consulter. Donc, c'est des pères qui nous disent, ceux qui sont nés à l'extérieur du Canada, qui se sentent comme davantage soutenus par leur conjointe et moins critiqués. Il faut prendre cette donnée avec délicatesse. Là. Il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Je pense que une piste d'interprétation raisonnable, c'est de dire que quand un couple, une famille traverse des épreuves ensemble, souvent, ça les soude, ça les rapproche. C'est sûr qu'il peut arriver aussi que ça puisse créer des tensions et les éloigner, mais on voit quand même que de manière importante, dans presque les 2/3 des cas, ben, ce que les pères nous disent, c'est que le soutien de la conjointe, du conjoint, est un élément extrêmement important et ils sentent vraiment à ce niveau-là. Fait que ce qu'on dit pour nous, c'est que c'est probablement, fort probablement, un beau levier
sur lequel on peut travailler tout l'aspect coparental et la solidarité entre conjoints et conjoints. Donc, c'est juste 4 constats qu'on vous donne pour mettre la table. Et après ça, à la diapo suivante, vous allez voir, je vais juste essayer de vous mettre l'eau à la bouche quant à notre document, qui est en ligne maintenant sur le site de la Semaine québécoise de la paternité. On a un paquet d'autres choses. On a toutes ces données-là, mais qui sont beaucoup plus détaillées dans le document. On a aussi des données sociodémographiques sur le portrait des pères immigrants québécois. On a aussi, et ça c'est vraiment intéressant, des données scientifiques complémentaires aux données de l'analyse. Ce qui fait que sur le travail, sur la conciliation famille-travail, sur le rôle du père, sur la coparentalité, sur l'entourage, on est allé dans la littérature scientifique pour avoir d'autres données, d'autres études qui viennent éclairer ces résultats-là. Et aussi, ce à quoi la ministre de la Famille faisait référence tantôt, on a des petits bijoux. On a des citations de pères, de mères, d'enfants. Et vous le savez, des fois, une citation en une phrase, ça vient résumer quelque chose que dans une présentation, on va prendre une demi-heure à dire. Alors, c'est vraiment, ces citations-là, c'est très touchant, c'est très émouvant de pouvoir lire tout ça. Et finalement, la méthode RVP, c'est aussi de joindre des propositions de politique publique, d'amélioration des services pour faire en sorte, dans le fond, que les pères immigrants soient mieux accompagnés, mieux soutenus. Donc, allez-y pas tout de suite, attendez la fin du lancement, mais on vous incite vraiment à aller voir ce document parce que c'est pratiquement 1 an de travail et on a ramassé, dans le fond, plein de connaissances dont vous allez pouvoir bénéficier là, pendant toute l'année dure. Alors, voilà donc, je vous ai fait un résumé. Je ne suis pas un chercheur, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, que je n'ai pas fait trop de simplifications, mais on s'est dit qu'on voulait vraiment laisser toute la place à la discussion avec notre panel de 4 personnes. On a la chance d'avoir 4 personnes extraordinaires, 4 personnes que j'aime vraiment beaucoup et je les ai choisies pour leur intelligence, leur sensibilité et aussi leur humanité pour qu'on puisse vous partager, vous faire ressentir qu'est-ce qui habite les pères immigrants. Alors, il y a tout d'abord Fatih Diambang, qui est tout d'abord un papa immigrant lui-même et qui est un intervenant qui travaille au RVP. Salut Fatih. Bonjour Raymond, merci beaucoup. Merci pour cette belle invitation. Super. On a aussi Saïd Bergel, qui est aussi un papa immigrant, qui est arrivé depuis quelques temps cependant, et qui est aussi un professeur spécialisé en paternité en contexte migratoire à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Bonjour Saïd. Ah, tiens, on ne t'entend pas. Au niveau de la technique, ils vont pouvoir travailler Bonjour Raymond. Ah, voilà, on t'entend, Saïd. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Hein? Le son, ça prend du temps à voyager depuis l'Abitibi-Témiscamingue, mais il s'est rendu. On a aussi avec nous Thierry. Excuse-moi, là, je viens de mal prononcer ton nom. Je vais t'aider, Thierry Ngiamba, tout simplement. Merci beaucoup. Thierry, qui est chef d'équipe et conseiller en intégration sociale au Carré Saint-Laurent et qui a mis sur pied un programme extraordinaire qui s'appelle Espace Homme. Merci d'être là, Thierry. Merci beaucoup, Raymond, pour cette chaleureuse invitation. Merci beaucoup. Et finalement, Christine Gervais, toute nouvelle directrice de l'Institut universitaire Sherpa, professeure donc à l'Université du Québec en Outaouais au campus de Saint-Jérôme, experte en paternité, coparentalité, contexte migratoire et plein d'autres choses encore. Merci beaucoup, Christine, d'être avec nous ce matin. Bonjour, avec plaisir, Raymond. Super. Alors, écoutez, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, Fatih, tu travailles au RVP, mais tu es d'abord un père immigrant. Peux-tu nous raconter, dans tes mots, tes premiers pas de papa immigrant au Québec? Oui, merci beaucoup Raymond de m'avoir donné la parole, puis de raconter un peu mon expérience. C'est extrêmement touchant puis important pour moi. Donc, moi, je viens du Sénégal. Je suis arrivé ici en 2019 pour faire l'université à Sherbrooke.
Donc, je suis devenu récemment père en 2023, donc ma petite fille a 18 mois aujourd'hui. Mais devenir père dans un nouveau pays, dans une nouvelle culture, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi, plein de joie, puis d'émotions, puis de défis en même temps. Donc, quand j'avais accueilli ma fille en 2023, décembre 2023, j'étais à l'accouchement, donc c'est moi-même qui ai coupé le cordon ombilical. Donc, j'ai jamais pensé que j'allais vivre une telle expérience, en fait, parce que moi, je suis dans un modèle où souvent, cette gestion de l'accouchement ou toute la est gérée de manière différente. Donc, euh, cette opportunité-là de vraiment de vivre la grossesse de ma femme depuis le début, depuis qu'elle est tombée enceinte, donc on était soudés ensemble. Donc, j'étais allé chercher des ressources. C'était vraiment beaucoup, mais j'ai tout appris sur le tas. Sur le tas, vraiment. Donc, c'est pour ça que je dis que c'était une expérience extraordinaire. Donc, de la grossesse jusqu'à l'accouchement, puis j'étais allé chercher des ressources pour voir comment je pourrais m'engager ici, en fait, de comment je peux je peux être le meilleur père ici dans un contexte différent. Parce que c'est un modèle, le modèle que j'ai connu est différent du modèle qui est ici. Donc, je suis pas resté seul. Je me suis rapproché de certains organismes qui accompagnent les papas. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, ils font un travail extraordinaire. Donc, j'ai lu certains documents. Puis ma femme m'a beaucoup accompagné, m'a beaucoup... si, moi, je suis dans un couple mixte quand même, donc ma femme est née ici. Donc, elle s'est aussi vraiment investie pour m'accompagner dans cette période-là, dans cette nouvelle culture où la paternité est différente de ce que je connais. Vraiment, ça a été super bien. Puis là, actuellement, je me dis que je suis un papa choyé, puis très heureux. Puis je m'occupe ce matin même avant de venir ici. Et c'est moi qui l'ai lavé, lui donner le bain, l'habiller, puis l'amener à la garderie. Je fais ça tous les matins. Donc, je suis Wow. vraiment très content. Merci beaucoup, Fatih. Fatih est tellement rayonnant, il est tellement beau dans ce qu'il exprime. Je pense que ta parole est vraiment inspirante pour tout le monde. Merci de ce magnifique partage, Fatih. Merci. Saïd, tu es un professeur à l'université, mais tu es d'abord un papa immigrant. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours de papa immigrant? Oui, donc moi aussi, je suis papa de deux filles. Contrairement à Fatih, moi, mes filles sont grandes. J'ai une grande fille qui est ingénieure et qui a presque 26 ans. Et la seconde, elle a 20 ans. Elle fait des études en design intérieur. Et tous les deux, je les ai élevés dans un contexte migratoire. Donc, ce qui fait que j'ai expérimenté ce que c'est que ce que vit un papa quand il élève ses enfants dans un contexte migratoire. Moi, avant d'arriver au Québec, j'ai vécu presque une dizaine d'années en France. Puis je disais à ma femme, écoute, on va aller vivre au Québec. Puis il n'y a peut-être pas tellement de différence entre le Québec et la France. Et puis tu vas voir, on va s'adapter facilement là-bas. Mais arrivé ici, surprise et surprise, il fallait réapprendre à vivre avec le climat du Québec. Il fallait apprendre le système scolaire québécois. Il fallait réapprendre le système sanitaire québécois. Et aussi, pour moi, réapprendre ma fonction paternelle. Donc, parce que moi, j'avais, comment dirais-je, exercé ma fonction paternelle comme tous les immigrants, en étant un papa pourvoyeur pour subvenir aux besoins de ma famille. Et puis après, j'ai appris beaucoup de choses ici au Québec, comment fonctionner en tant que papa. Et je peux résumer un petit peu mon parcours de paternité en trois grands stades. Je pourrais dire que le stade 1, c'était le papa perdu.
j'étais un petit peu perdu dans mes valeurs. J'apprenais un petit peu à connaître le milieu d'accueil et puis aussi, c'était un choc culturel pour moi parce que j'assumais ma fonction de père comme le faisait mon père lui-même, donc en quelque sorte. Donc c'était une période de choc en quelque sorte pour moi. Et après, il y a eu le stade l'apprentissage ou de la découverte de la paternité. Et mes deux filles m'ont appris beaucoup de choses parce qu'ils allaient à l'école québécoise. Donc, c'était comme, c'est elles qui m'apprenaient un petit peu la culture québécoise, comment on fonctionne. Je posais des questions. Puis j'ai appris que je pouvais aussi avoir des sentiments, exprimer mes sentiments. On ne le fait pas beaucoup dans ma culture d'origine. J'ai appris que je pouvais aussi pleurer. C'est pas juste un droit ou un privilège pour les femmes. Donc, on pouvait aussi exprimer nos émotions. Et après, quand mes recherches se sont axées sur la paternité, et grâce aussi à ma formation de psychologue, j'ai passé un stade je dirais, que je qualifierais de papa expert. Je donne beaucoup de conseils à des personnes. À l'UQAT, certains étudiants internationaux m'appellent Tonton Saïd parce que à chaque fois qu'ils ont des questions, ils me posent des questions. Et puis j'ai de belles discussions avec des immigrants. Ils viennent donc me poser des questions. Et par rapport à tout ce que j'ai appris dans mes recherches et mon expérience personnelle en ce moment, je suis en train de les transmettre aux papas immigrants, de les partager avec des papas immigrants et avec des intervenants sur le terrain. Hmm. Merci beaucoup, Saïd. Très touchant ton parcours. On travaille beaucoup ensemble, mais j'ai appris encore plus à te découvrir en t'écoutant. Merci beaucoup du partage. De rien. Thierry, toi, tu travailles avec les pères immigrants, avec les hommes immigrants qui ont souvent des parcours plus difficiles. Là. Souvent, les gens qui sont avec toi, ils ont des choses qui sont plus difficiles. Peux-tu parler un petit peu des difficultés des papas que tu rencontres? Merci beaucoup, Raymond, de me passer la parole. Je viens d'entendre Fatih et Saïd. Ça me ramène aussi en mon rôle, mais aujourd'hui, je vais le changer en étant plutôt la personne qui accompagne les hommes immigrants. Et puis, ça va faire une dizaine d'années. Et ça fait 5 ans que nous avons mis en place au Carré Saint-Laurent le comité Espace Hommes, donc un espace d'échange, d'accompagnement et de soutien des pères immigrants où ils expriment tout ce qu'ils ressentent et puis ils partagent leurs expériences. Et depuis ces 5 années, qu'est-ce qui en ressort? Il y a pas mal de difficultés. Et les défis sont vraiment énormes. Je vais les citer comme ça en ramassis. L'un des défis qui, qui rencontrent, c'est d'abord les difficultés d'accès à l'emploi. Donc, nous savons que c'est pas toujours évident lorsqu'on arrive dans une nouvelle société pour la recherche d'emploi, c'est pas évident. Le deuxième facteur que je peux le nommer, qui est l'isolement social, des défis créés, les difficultés de s'adapter dans leur environnement, parce que nouvellement arrivé à cet âge-là, c'est pas toujours évident de se faire des amis. Donc, ça, c'est un des facteurs. Le troisième facteur que j'aimerais nommer, qui est le changement du rôle parental. J'ai entendu Fatih tout à l'heure et Saïd. Oui, lorsqu'on est dans un contexte migratoire et que nous savons que versus dans notre pays, nous on arrive, l'homme a une place tellement importante. Arrivé au Québec, il y a comme une valeur qui est comme précieuse, égalité homme-femme, et que les femmes ont tendance à avoir plus de travail que les hommes, eux, qui arrivent, qui attendent. Donc, tous ces changements-là créent des difficultés. Un autre facteur qui est aussi un facteur essentiel, c'est la rupture des repères culturels et sociaux. Donc, on a la perte de statut, on a la perte de l'identité professionnelle et tous ces petits faits,
toutes ces difficultés créent vraiment un gros stress. Et qu'est-ce que nous faisons, Carrie Saint-Laurent? Ben, malgré toutes ces difficultés, nous avons quand même des hommes immigrants résilients qui ont un rôle dont l'importance, c'est de pouvoir offrir un avenir à leurs enfants. Donc, ils font beaucoup d'efforts et ils font tout pour pouvoir s'adapter, pour avoir une meilleure qualité de vie. Donc, nous, au comité Espace Hommes, notre rôle, c'est vraiment de les accompagner, de leur offrir le maximum de solutions possibles, d'être avec eux, de les rassurer et surtout de leur dire, écoutez, ça peut être difficile au début, mais enfin, en bout de ligne, là, on trouve vraiment du plaisir à vivre au Québec. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci. Il y a tellement de choses dans ce que tu viens de dire, Thierry. Et Thierry a vraiment cette cause-là à cœur. Il apporte vraiment là, avec tout ce qu'il est. Et son programme Espace Homme, ben là, moi, je souhaite qu'il puisse se déployer dans d'autres organisations parce qu'il y a vraiment des pratiques innovantes, inspirantes qui ont été développées par Thierry et son équipe. Merci beaucoup, Thierry. Merci, Raymond. Christine, peux-tu nous partager ce que tes travaux t'ont appris sur l'adaptation au rôle de père pour les pères immigrants? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ben, en fait, ça va renforcer plusieurs des choses qui viennent juste d'être partagées par mes précieux collègues. En fait, mes travaux mettent en lumière le grand travail que font les pères, les hommes immigrants pour s'adapter suite à l'immigration. Puis, ben, une de leurs stratégies privilégiées va justement être d'investir beaucoup d'efforts pour stabiliser leur famille suite à la transition. Ça peut être en cumulant plusieurs emplois, en retournant aux études pour certains, en multipliant les démarches administratives. Donc, ils vont aussi s'adapter en investissant la sphère familiale d'une façon qui est différente, de ce qui aurait été fait s'ils étaient restés dans leur pays, notamment en réaction à l'absence de leur famille élargie. Donc, plusieurs papas immigrants m'ont dit, ben, il faut savoir que si tu as un enfant, par exemple, ben, dans mon pays à moi, il y a les femmes de notre entourage qui vont être très présentes, qui vont entourer ma conjointe, ma mère, ses sœurs, mes sœurs, les voisines. Ce qui fait que moi, la place dont je vais disposer va être différente. Je vais être un peu plus en périphérie de ça, puis je vais être en soutien global, alors qu'ici, au contraire, ils se retrouvent les deux mains dedans, vraiment impliqués d'une manière qui est différente dans le quotidien de l'enfant. Ils vont apprendre beaucoup de choses pour justement être en mesure de jouer ce rôle-là différent, puis se développer une identité, puis des pratiques parentales qui sont un peu à mi-chemin entre leur héritage culturel, puis entre ben, ce qu'ils voient qui est nécessaire dans le nouveau contexte dans lequel ils vivent maintenant, puis aussi les attentes, puis ce qu'on valorise au Québec en termes de pratiques parentales. Donc, ils vont beaucoup s'impliquer aussi dans la réussite scolaire, réussite éducative de leur enfant, qui va être vu souvent comme un levier pour ben, que l'enfant ait accès au meilleur avenir qui était à l'origine du projet migratoire. Donc, ils justifient tous les sacrifices qu'eux-mêmes font. Puis peut-être un dernier élément que je voudrais souligner, mais c'est la grande fierté de ces pères-là de réussir à apprendre tout ça, puis à jouer ce nouveau rôle-là qui permet justement d'assurer à leur enfant ben, un certain bien-être, une sécurité, un avenir qui est prometteur. Fierté d'ailleurs qu'on voit très bien dans le témoignage de Fatih. Merci beaucoup, Christine. Évidemment, tout ça, c'est des synthèses. Hein. Pour les chercheurs, c'est toujours une torture quand on leur dit OK, tu as 2 minutes pour me résumer quelque chose. Fait que je l'apprécie vraiment. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, tous les échos qui se passent entre vos témoignages. Alors là, on va passer à une deuxième ronde de questions. Et chers amis, je vous demanderai de viser comme 2 minutes par réponse. Donc, Fatih, dans ton cas, comment est-ce que tu t'es adapté à ton rôle de père ici? J'ai oublié toujours d'ouvrir mon micro, désolé. Alors, comme je l'avais dit de l'entame, moi, j'ai tout appris sur le terrain, en allant chercher, en fait, des ressources, mais en lisant aussi, puis par le soutien aussi de ma femme, en fait. Donc, je savais, le modèle que moi j'ai connu au Sénégal, c'était un modèle, comme l'a souligné un peu Saïd, c'est similaire, mais je savais à travers mes interactions sociales ici, à travers mes lectures, puis à travers aussi le contexte social là, au Québec, on est juste deux ici.
Donc, ma femme et moi. Il n'y a pas la famille élargie qui va, comme chez moi au Sénégal, où voilà, les femmes sont beaucoup plus impliquées en fait dans tout ce qui est grossesse, dans tout ce qui est naissance. Alors, moi, j'ai vraiment appris à être présent en fait depuis que ma femme est tombée enceinte. Donc, à l'accompagner dans tout ce qui est rendez-vous médical, à être là dans des moments de vulnérabilité, vraiment. Jusqu'à l'accouchement. Puis, même l'accouchement, comme je l'ai dit, c'est moi qui ai coupé le cordon ombilical. Puis, j'ai appris vraiment à prendre un bébé parce que moi, au début, j'avais un peu peur parce que je l'ai trouvé tellement fragile. Mais la première fois que j'ai pris mon bébé, c'est énorme l'émotion que je sentais. Puis que je me suis dit, c'est là que j'ai senti que vraiment mon avenir n'est nulle part d'ailleurs qu'ici au Québec, vraiment. Voilà, donc tu sais, je me suis impliqué, j'ai comme des organismes qui nous accompagnaient à comment vraiment porter le bébé, tu sais, certaines, comment faire des sorties. Puis au début, j'avais peur quand ma fille a commencé à avoir 4 mois, je suis sorti avec elle pour aller en des sorties de 3 jours. J'avais tellement peur que parce que j'ai jamais vécu ça, d'être avec un bébé de 4 mois sans maman. Puis, tu sais, j'aime le challenge, en fait. J'ai challengé ça, j'étais parti, puis ça a été super bien. Je suis ce papa-là très impliqué, puis je prends ma place. Donc, avec ma femme, on est une équipe, puis on est prêt à battre toute équipe. Wow, merci de ta flamme, Fatih. C'est vraiment, vraiment chouette. Saïd, les résultats dévoilés aujourd'hui nous démontrent qu'il y a un écart significatif entre les conditions socio-économiques des pères immigrants et celles des pères nés au Québec. Les pères immigrants sont plus scolarisés, mais plus pauvres. Est-ce que ça te surprend, ces résultats-là? Ben, écoute, Raymond, le constat est frappant, mais malheureusement, il ne me surprend pas. Malheureusement, c'est un petit peu le discours que l'on entend quand on fait nos études depuis plusieurs années sur le terrain. Des hommes immigrants qui sont hautement qualifiés, qui arrivent de l'étranger avec des diplômes supérieurs, mais arrivés au Québec, ils sont confrontés à des problèmes avec les autres et à valider leur diplôme pour pouvoir travailler. Donc, les résultats, quand tu les as présentés, Raymond, 63% des pères immigrants ont un diplôme universitaire. C'est presque deux fois plus qu'un papa qui est né ici au Québec. Mais de l'autre côté, il y a un risque 3 fois plus de vivre un ménage à faible revenu pour le papa immigrant. Donc, c'est une situation très difficile et c'est une situation, pour dire ou choisir les bons mots, déstabilisante pour le papa immigrant. Déstabilisante pour le papa immigrant. C'est les discours, malheureusement, qu'on entend depuis des années quand on fait des enquêtes de terrain. Donc, comme disait Thierry, nous avons sur le terrain deux catégories de papas. Moi, je les appellerais les papas résilients. C'est au détriment de beaucoup de courage, beaucoup de persévérance, beaucoup d'engagement. Ils arrivent à valider leur diplôme et avoir des postes au niveau de leurs aspirations. Il faut imaginer que c'est des papas qui travaillent, qui font des fois jusqu'à deux boulots, 2 à 3 boulots, plus des études, plus valider leur diplôme. Juste hier, je parlais avec des ingénieurs qui me disaient qu'il y a des cours demandés par des ordres où il faut payer de 2 000 à 3 000 $ le cours pour un peu valider leur diplôme.
Donc, c'est des situations assez difficiles, mais euh, on a vu des papas très fiers d'avoir pu valider leur diplôme et d'avoir des postes de niveau. Mais quand même, il y a d'autres papas avec des sacrifices énormes, immenses. Ils s'adaptent à des situations où ils acceptent des emplois précaires et incompatibles avec leur niveau d'instruction et avec leur diplôme. Et ça a des conséquences sur le père immigrant. Peut-être que quand tu me poseras la prochaine question, je développerai plus cette idée. Ben oui. Merci, Raymond. Merci beaucoup, Saïd. Ça a des grands effets sur les pères, mais en même temps, je te dirais aussi du côté de la société d'accueil, on se prive de tout un potentiel de contribution à la société. Donc, on est tout le monde perdant dans ces processus-là de reconnaissance de diplôme qui ne se terminent plus, les dédales administratifs, les frais qui sont avec ça. Et ça fait longtemps qu'on en parle, hein? Ça fait longtemps qu'on en parle. Je pense qu'il y a vraiment comme quelque chose qu'il faut... C'est un chantier prioritaire pour le bénéfice de tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci beaucoup, Saïd, de ton partage. Thierry, un autre constat qui ressort des résultats, c'est que les pères immigrants sont plus isolés que les pères nés au Québec. Est-ce que tu peux nous parler de cet isolement-là? Eh bien, vraiment, l'isolement des pères immigrants est d'abord émotionnel, social et culturel. Et puis, il faut comprendre que c'est une réalité très marquante et complexe et qui s'explique par plusieurs facteurs. Avant de les élaborer, moi, je viens d'un pays, le Cameroun, en Afrique centrale, où lorsque je me rappelle, on vit en communauté et on ne sait pas ce que c'est l'individualisme. Donc, après le travail, on va se retrouver entre copains, ça va être la famille, ça va être la grande famille, papa, maman, les cousins, etc. Donc, on est toujours entouré. Alors, versus dans un contexte migratoire comme le nôtre, le fait d'avoir travaillé avec plusieurs papas, donc il y a quand même quelques facteurs que je vais essayer de développer. Le premier, ça va être la cassure du réseau familial et social, parce que beaucoup ont quitté leur pays euh, sans leur famille élargie, donc ça crée énormément de stress. On a le manque aussi de lieux de socialisation ici, plus ou moins, parce que lorsqu'on arrive, on ne connaît pas toujours tout le monde, on ne connaît pas comment la société est organisée, ça prend du temps de comprendre les systèmes, etc. Ça, pour des hommes, c'est quelque chose qui vient quand même les chercher. Mon troisième point, je vais aussi mettre la pression du rôle de pourvoyeur. Alors, beaucoup de parents, beaucoup de pères travaillent dans des jobs exigeants. Et ça va être des livraisons, des usines. Ils travaillent dans des hangars avec des horaires parfois très décalés, très compliqués par rapport aux horaires de leurs enfants ou bien de leur famille. L'un des facteurs aussi qui revient, c'est la différence culturelle dans la parentalité. Au Québec, la parentalité est souvent vécue de manière plus individuelle versus elle est collective dans les pays d'origine. Et moi, j'ai aussi la chance quand même, et c'est ça qui fait la richesse du Québec, de rencontrer tellement de pères qui viennent d'horizons tellement différents. Et c'est le même constat. Parfois, ils sont là, ils sont comme à un carrefour. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas où aller. Donc, tout ça, ça crée vraiment de l'isolement. Le deuxième facteur, c'est le choc des modèles masculins. OK? Donc, dans les pays d'origine, le rôle social et professionnel est tellement important. L'homme est au centre de toutes les attentions. Il est le pourvoyeur, il est le boss, et arrivé au Québec, il a l'impression d'être dans l'invisibilité, dans l'angle mort, complètement oublié. Donc, tous ces facteurs réunis créent quand même de l'isolement. Et nous, qu'est-ce que nous on propose au Carré Saint-Laurent? Nous, on est comme un organisme qui accueillons et accompagnons les nouveaux arrivants. Donc, nous avons un pôle de jumelage. Donc, nous faisons beaucoup de jumelage parents versus parents
parents québécois versus les parents de nouveaux arrivants. On a également des services d'accompagnement pour permettre à nos usagers de pouvoir se mouvoir au sein de la société québécoise. On leur apprend à comment, c'est quoi les systèmes scolaires, c'est quoi le système éducatif, le système de transport, comment faire la recherche d'emploi. Bref, c'est tout un lot nous avons tous des services qui sont adaptés pour pouvoir permettre aux hommes de sortir de cet isolement. Et pour terminer sur ce point, nous, au comité Espace Hommes, on a des ateliers qui sont vraiment adaptés pour pouvoir donner des outils à ces hommes de pouvoir bien se sentir et s'intégrer dans la société québécoise. Donc, voilà. Mon Dieu, ton discours, c'était presque un plaidoyer, Thierry, mais c'était magnifique. Hein, il faut accompagner, il faut être présent, il faut expliquer, il y a des choses qui sont compliquées. Écoutez, nous qui sommes nés au Québec, au Canada, souvent on est tout mêlés dans nos services. On ne comprend rien, le CLSC, l'hôpital, le CHSLD, nos services sociaux, ça, c'est très, très, très compliqué. Fait qu'imaginons quelqu'un qui arrive de l'extérieur, c'est vraiment pas simple. En plus, avec les enjeux que tu soulèves, un énorme merci pour ce témoignage qui était vraiment très, très, très éloquent. Christine, la coparentalité des pères immigrants diffère aussi souvent de celle des pères nés au Québec. Elle pourrait même être renforcée par le processus migratoire. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? En fait, une première chose, peut-être l'exercice qu'on a fait en préparant la Semaine québécoise de la paternité cette année, pour moi, ça met vraiment en lumière le fait qu'on a très, très peu de données sur ce phénomène-là. Puis je pense que ça va être une priorité dans les prochaines années de mieux comprendre comment cette coparentalité-là est différente puis est une ressource pour les nouveaux parents qui sont immigrants. Les quelques études qu'on a, dans le fond, ce qu'elles démontrent, c'est que justement, en raison de l'absence de la famille élargie, dont on a déjà parlé, de la perte d'une certaine vie collective qu'ils avaient dans leur pays, puis d'un certain déficit de soutien, on va beaucoup constater, surtout autour de la période périnatale et pendant les premières années suite à la naissance d'un enfant, un rapprochement entre les deux parents, dans le fond. Donc, les parents, surtout dans une situation où la collaboration, l'entraide devient vraiment essentielle pour traverser cette période-là. Comme l'a super bien expliqué Fatih, les pères vont apprendre à être pères avec le soutien de leur conjointe, donc il va souvent devenir une source très importante d'informations, de modelage, de conseils, de soutien. Puis à l'inverse, les pères aussi deviennent la principale source de soutien de leur conjointe, qui se retrouve elle aussi quand même coupée de personnes importantes pour elle, souvent les femmes de sa famille, pendant cette période qui est très, très importante. Donc, il y a plusieurs couples qui vont rapporter avoir une plus grande proximité, une plus grande cohésion, une plus grande intimité, justement pendant la période périnatale. Par contre, il faut être réaliste. Il y a des enjeux en termes de partage des tâches, comme je pense dans la grande majorité des couples au Québec qui composent avec le rythme de vie très, très soutenu qu'on a. Donc, ça peut aussi causer des conflits, une certaine mésentente. Puis, au fil du temps, ces conflits-là, dans certaines familles, vont se cristalliser, surtout quand il y a un des deux parents qui va adhérer de manière plus importante ou plus rapide à certaines valeurs, à certaines pratiques éducatives qui sont promues ici, là, on peut voir vraiment un écart puis une distance s'installer. Puis là, ça devient beaucoup plus complexe en termes de coparentalité. Merci beaucoup, merci beaucoup. Écoutez, moi, je vous écouterais parler pendant des heures et des heures de temps, mais il est déjà 10h48, donc le temps file. Pour la prochaine question, je vous demanderai d'essayer de répondre peut-être dans une petite minute. Même si c'est difficile, mais des fois, là, ce qui est important, c'est de dire qu'est-ce que vous avez à nous dire d'essentiel sur les questions que je vais vous poser. Donc, Fatih, les pères immigrants rapportent un plus grand stress parental que les pères nés au Québec. Est-ce que ça correspond à ce que tu as vu dans ta pratique quand, pour le RVP, tu t'es promené dans les différents organismes qui soutiennent les familles immigrantes? Oui, alors donc c'est une très bonne question. Puis merci d'avoir donné le RVP d'avoir donné cette opportunité-là de vous promener. Mais cette donnée-là est tellement parlante pour moi là parce que à travers cette expérience-là auprès des organismes communautaires,
Tu sais, les intervenants, moi, j'ai été déjà intervenant, puis je savais certaines situations, mais il faut vraiment prendre en compte ce stress-là, puis ne pas toutes les globaliser, en fait, parce que quand on parle de père, il n'y a pas juste il y a différents statuts, il y a des parcours différents. Donc, un père réfugié qui est venu ici comme réfugié, et va être différent d'un travailleur temporaire qui font souvent face à l'instabilité de leur statut, ce qui peut générer beaucoup de stress et qui va aussi limiter les accès aux services. Donc, il y en a certains qui laissent leur famille aussi au pays d'origine où ça met beaucoup de pression et ils ont envie de les faire venir ici, leurs enfants et leurs familles au pays d'accueil. Mais les démarches ne sont pas toujours faciles et évidentes, en fait. Donc, ça va être différent aussi d'un résident permanent qui, comme on l'a montré, donc cherche vraiment à bâtir un avenir stable ici au Québec pour leur famille, mais pour leurs enfants aussi. Vraiment, si on regarde aussi les demandeurs d'asile, c'est d'autres réalités, d'autres particularités, puisque je donne comme conseil souvent aux intervenants, évitez des interventions généralistes. Allez-y selon la personne. Donc, connaissez la personne en premier, puis si, adaptez vos interventions selon ses besoins, ses réalités, son statut migratoire aussi. Mais si on vient de manière générale, on risque de faire des interventions généralistes, puis souvent ça aide. Merci beaucoup. C'est tellement important ce que tu viens de dire, hein? Chaque père, chaque mère, chaque famille immigrante est différente selon leur parcours, leur personnalité, leur contexte socio-économique et tout ça. Donc, il faut vraiment faire attention aux généralisations. Donc, Saïd, encore là, je suis obligé de vous dire en 1 minute. Donc, les données nous révèlent qu'il y a aussi des grands enjeux au niveau du travail pour les pères immigrants. Ça serait quoi les principaux enjeux au niveau du travail, d'intégration au travail pour les pères immigrants, Saïd? Oui, vraiment, tout d'abord, les enjeux liés au travail sont des enjeux très, très, très importants pour un papa immigrant. Il faut comprendre que l'emploi n'est pas un simple salaire, c'est un vecteur d'intégration, c'est une reconnaissance de la société d'accueil, c'est une stabilité pour la famille et pour les enfants. Donc, les études que nous avons consultées, que nous avons publiées, indiquent des barrières systémiques pour l'intégration des hommes et des pères immigrants dans la société d'accueil. Rapidement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, nous indiquerons la reconnaissance des diplômes, donc qui est quelque chose à travailler au niveau politique. Le manque de réseau qui a été relevé par Christine, et aussi la méconnaissance du marché du travail. Quand les pères immigrants arrivent, ils ne connaissent pas le marché du travail québécois, et parfois, je dirais même, de la discrimination que les papas vivent ou racontent dans leur discours. Ce que nous recommandons, c'est de multiplier les services pour les pères immigrants avec la reconnaissance des diplômes, et ensuite de leur offrir des services plus comme ceux qui ont été nommés par Thierry au Carrier Saint-Laurent. Et je dirais un mot pour la région, parce que je viens de la BTB, parce que en région, on n'a pas beaucoup de services comme vous à Montréal et dans les grandes villes. Donc, il faut aussi penser aux immigrants qui arrivent en région et qui ont besoin plus de services que les immigrants qui arrivent dans les grandes villes. Donc, offrir de l'accompagnement pour l'insertion professionnelle et offrir des formations aux employeurs et gestionnaires pour comprendre c'est quoi l'immigration et c'est quoi un homme immigrant et c'est quoi un papa immigrant. Donc là aussi, c'est d'informer, de former des gens qui sont des gestionnaires sur la question. Donc tout ça, si nous nous unissons au Québec pour offrir des services aux pères immigrants, on va avoir un père qui va être épanoui professionnellement. Et quand c'est un père qui est épanoui professionnellement, automatiquement, c'est un père qui est disponible, plus confiant, mieux adapté dans la société d'accueil.
est mieux préparé à jouer son rôle de père auprès de ses enfants et auprès de sa conjointe. Wow. Merci beaucoup, Saïd, pour ton cri du cœur bien senti et tellement pertinent. Gros, gros, gros merci. Saïd, donc encore là, je vous demande de viser 1 minute. Peux-tu nous parler des particularités du rapport avec les services, avec l'aide des hommes immigrants, des pères immigrants? Et la relation des pères immigrants avec les services, ben, la première chose que je vais dire, c'est d'abord que les hommes ont de la misère à demander de l'aide. Ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, c'est que beaucoup de pères immigrants ont besoin de soutien, d'accompagnement, mais malheureusement, il y a quand même des facteurs qui viennent freiner cet élan, par exemple l'ignorance des services, de l'existence des services. Il y a la barrière culturelle et linguistique, donc qu'on a relevé, la méconnaissance même du système, les appellations, par exemple, le dispensaire dans les pays, on parle de dispensaire dans les pays d'origine, ici on parle de CLSC, donc des concepts et des mots qui sont parfois mal compris, mal perçus. Et puis, l'autre chose que je voulais aussi un peu relever, c'est l'approche interculturelle. Vraiment, lorsqu'on arrive le retour qu'on a eu, c'est que beaucoup qui arrivent, ils ne comprennent pas. Il y a comme un dialogue de sourds entre les gens qui sont dans les services et puis les personnes immigrantes. Donc, voilà un peu ce que je vais dire. Et nous, au CARI, qu'est-ce qu'on fait? On crée un pont de confiance et d'orientation pour pouvoir faciliter cet échange, pour pouvoir mettre tout le monde à même niveau, que l'accès dans les services soit compris, facilité, etc. Mais une petite anecdote avant de terminer, c'est que dans certaines communautés ici, au Québec, ben, il y a des pères relais. Okay? Des pères relais qui sont comme des médiateurs qui aident leurs ressortissants à pouvoir accéder plus facilement dans les services. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Thierry. On voit que tu connais vraiment la question là, du soutien des hommes. Christine, on ne peut pas parler de famille sans parler des enfants et tu as fait vraiment des travaux extrêmement intéressants sur la parole des enfants des pères immigrants. Peux-tu nous en parler? Oui, bien sûr, avec plaisir, là. J'essaie de faire ça vite, mais en même temps, je trouve ça tellement intéressant qu'on prenne le temps aussi d'écouter ce que les enfants ont à dire sur ces enjeux-là. Souvent, on parle de parentalité. Tu as le droit, pour les enfants, tu as le droit à plus qu'une minute. De toute façon, tous tes collègues ont tous pris plus qu'une minute. Là. Ça fait que tu as le droit, toi aussi, à prendre plus qu'une minute. Parfait. Alors, tu sais, on le sait, mais quand même le souligner, la transition migratoire, c'est aussi très, très exigeant comme période pour des enfants. Donc, ça implique des deuils, ça implique des ruptures relationnelles, ça implique un grand, grand travail d'adaptation. Puis dans cette grande transition-là, le soutien de leur père, de leurs parents, en fait, est vraiment essentiel. Puis moi, je me suis intéressée à justement comment les enfants perçoivent le rôle de leur père auprès d'eux pendant les changements qui découlent de l'immigration. Puis, ce que mes travaux ont mis en lumière, bien, c'est que, en fait, les enfants remarquent tout à fait une différence dans la manière qu'a leur père d'interagir avec eux avant et après l'immigration et ils apprécient ce changement-là. Plusieurs vont parler que leur père passe plus de temps avec eux et fait des activités qui sont plus diversifiées avec eux suite à l'immigration. Donc, autant la perte du statut de pourvoyeur, c'est quelque chose qui est souffrant pour les pères, ou du moins qui est un gros défi. Pour les enfants, c'est vraiment une très belle opportunité de passer plus de temps avec leur père. Et puis, ce que les enfants racontent, c'est pas l'activité absolument incroyable que leur père a faite une fois avec eux, comme par exemple les amener à la ronde ou en voyage, quelque chose qui est dispendieux. C'est les interactions du quotidien, donc l'histoire racontée le soir, le fait de pouvoir aller marcher à l'école, aller-retour, le fait d'être disponible pour aider, par exemple pour les devoirs, pour l'apprentissage du français, de découvrir le quartier avec l'enfant, le nouveau quartier. Donc ça, c'est des choses qui pour les enfants sont vraiment signifiantes puis qui les aident dans leur transition migratoire quand leur père est en mesure de faire ces actions-là avec eux. Donc, le soutien du papa, c'est très, très important. Les enfants en parlent avec beaucoup de gratitude. Pour ceux qui ont la chance de bénéficier de ce soutien-là, parce que c'est pas tous les enfants. J'ai aussi rencontré des enfants qui avaient perdu contact avec leur père au cours de la transition migratoire, puis qui avaient une autre expérience tout à fait. Puis,
Ce qui est un élément intéressant aussi, les enfants m'ont beaucoup parlé du sentiment de sécurité que leur procure leur père. Donc, autant la sécurité matérielle, par exemple, le fait que le papa, il s'assure de trouver rapidement un appartement, de le meubler, d'avoir le matériel nécessaire pour aller à l'école. Donc, ça contribue à la sécurité de l'enfant. La sécurité physique aussi. Plusieurs enfants ont dit que leur papa était le meilleur parce qu'il est fort, il est costaud, il est en mesure de les défendre, peu importe ce qui va se passer. C'est particulièrement important dans le discours des enfants qui ont des parcours de réfugiés, donc qui ont vécu de la violence pendant la transition. Puis finalement, une sécurité émotionnelle aussi, donc le fait que le papa, il va être là tout le temps pour toute leur vie auprès d'eux, c'est quelque chose qui est très important dans l'histoire des enfants. Mon Dieu, quelle belle conclusion à cette table ronde. Merci beaucoup, Christine. Hein, un papa présent, puis comme tu dis, c'est pas toujours d'aller à la ronde qui est le truc le plus important. D'être présent, aimant, engagé, c'est le plus grand legs que papa peut transmettre à ses enfants. Écoutez, merci à vous quatre. On aurait pu continuer toute la journée sans aucun problème. On a tellement de choses à vous dire. Merci de votre chaleur, votre humanité, votre intelligence émotionnelle. Pour moi, ça a été vraiment un grand plaisir. Alors, merci Fatih d'avoir été là. Merci Saïd, merci Thierry, merci Christine. Puis je vous souhaite une merveilleuse semaine de la paternité. Moi, je vais juste prendre 2 petites minutes pour conclure l'événement. Alors, merci Raymond. Merci Raymond. Merci. Ça fait vraiment plaisir. Alors, on va aller juste à mon petit PowerPoint parce que là, il est 11h pile, donc on s'en va vers la conclusion. On va aller donc à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qui s'en vient pendant cette semaine? Bien, campagne médiatique. Dans les médias, on a lancé des communiqués de presse. On a déjà des articles dans la presse canadienne qui ont été diffusés dans une dizaine de médias. On a un article dans la presse qui s'en vient bientôt. On a un reportage à la TV de Nouveau qui s'en vient bientôt. Il y a un article qui a été publié sur le site de Naître et Grandir et on s'active très fort pour que pendant toute la semaine, on entende vraiment parler de la Semaine québécoise de la paternité. On a aussi une campagne médiatique en anglais pour les pères d'expression anglaise. On va viser aussi les radios des communautés culturelles parce qu'on pense que ce sujet-là devrait les interpeller. Et on va essayer de placer 2 lettres d'opinion, une de Fatih et une de moi. Diapo suivante, on va aller aussi évidemment sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Et dimanche, le jour la fête des pères, il va y avoir un concours de témoignages et on fait tirer 3 passes de la CEPAC de 200 $. Habituellement, c'est vraiment très apprécié. On vous incite vraiment à aller donc sur le site de la Semaine québécoise de la paternité. Vous avez l'adresse ici. Vous pouvez inscrire vos activités. Il y en a 33 activités qui sont inscrites, mais je sais qu'il y en a plein qui ne sont encore pas inscrites. À chaque année, je vous chicane, puis vous tardez toujours à les inscrire. Donc, allez-y pour vraiment montrer que dans toutes les régions du Québec, il y a des belles choses qui se passent. Il y a des beaux outils web aussi que vous pouvez mettre sur vos sites web, dans vos infolettes à différents endroits. Suivez notre site cette semaine. Vous allez trouver plein d'informations, le document dont je vous ai parlé, le communiqué de presse, la fiche technique, la revue de presse. Et là, je suis très heureux de vous dire que depuis quelques minutes, on a mis en ligne des belles vidéos de témoignages de pères immigrants puis de personnes qui connaissent bien les pères immigrants, 6 en français, 3 en anglais. Donc, allez voir ça sur notre site web. D'après moi, ça devrait vraiment vous toucher. Donc, ma conclusion, écoutez, la Semaine québécoise de la paternité, c'est un outil collectif. Pour nous, c'est vraiment ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que chacun, vous puissiez l'utiliser pour l'amener dans vos milieux, pour la faire rayonner, pour passer vos messages, pour interpeller des partenaires. Donc, servez-vous-en de cette semaine-là. Et comme je l'ai dit au début, c'est la même chose que j'ai dit en commençant le lancement. Pour nous, ce qui est vraiment important, c'est de faire entendre la voix, la parole des pères immigrants. Alors, ce qu'on espère, c'est qu'on va les écouter, on va prendre le temps d'arrêter un peu notre course folle puis dire qu'est-ce qu'ils vivent. Ils vivent des grands espoirs, des grandes joies, puis ils espèrent vraiment améliorer leur sort. Mais ils vivent aussi des grandes inquiétudes, on a parlé, liées au travail, non-reconnaissance des diplômes. Ils vivent aussi des gros défis, redéfinir leur rôle de père, leur rôle de conjoint et tout ça. Ils vivent aussi de l'isolement. C'est quelque chose qui est important, qui peut entraîner aussi de la détresse.
Et il y a beaucoup de papas immigrants aussi, puis ça, les intervenants m'en ont beaucoup parlé, qui ont aussi des traumas dont souvent ils ne nous parleront pas, qui sont présents en dedans d'eux et qui les habitent vraiment, vraiment beaucoup. Mais ce qu'on veut vraiment que vous reteniez, c'est que les pères immigrants, ils se lèvent tous les matins pour leur bien-être, bien sûr, puis leur bien-être qui va améliorer celui de leurs enfants et leur famille. Donc, écoutez, il faut les écouter, il faut les entendre parce que ces pères-là, ils ont beaucoup, beaucoup de choses à nous apporter. Alors, bonne semaine québécoise de la paternité et merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine.